Je me souviens très bien. Là-bas, je commandais une unité de garde. En quelque sorte, j'étais le directeur de la zone d'apocalypse. Vous pouvez le noter. À un certain moment, nous avons arrêté un camion en provenance de Pripyat. La ville avait déjà été évacuée et il ne devait y rester personne. Vos papiers? Il n'en avait pas. La plateforme du camion était couverte d'une bâche. Nous l'avons soulevée. Elle dissimulait 20 services à thé, un ensemble de meubles de salon, une télé, des tapis, des vélos. J'ai dressé un procès verbal. Une autre fois, c'était le bétail abattu que nous devions enterrer dans les fosses. Dans les cadavres des bœufs, les filets manquaient, procès verbal. Des cochons devenus sauvages gambadaient dans les villages vides, sur les bâtiments administratifs des kolkhozes et les clubs des villages. Il y avait encore des banderoles. Donnant du pain à la patrie, gloire aux travailleurs des champs soviétiques, l'exploit du peuple est immortel. Des fosses communes abandonnées, une pierre fissurée avec des noms, capitaine Borodine, lieutenant-chef une telle, de simples soldats, des bardanes, des orties, un potager, le propriétaire marchait derrière sa charrue. En nous voyant, il s'écria: Hé, les gars, ne nous engueulez pas, nous avons signé l'engagement de partir au printemps. Pourquoi labourez-vous? Mais ce sont les travaux de l'automne. Je le comprenais, mais je devais rédiger un procès verbal. Ma femme a pris notre enfant et elle est partie. La chienne. Mais je ne vais pas me prendre comme Ivan Kotov et je ne vais pas me jeter du 7e étage. La chienne. Lorsque je suis revenu avec une valise pleine d'argent et qu'on a acheté une voiture, cette salope voulait bien vivre avec moi. Elle n'avait pas peur. Mais une dose de 1015 ne fera pas plier une verge russe. C'est un bon couplet de là-bas. Vous voulez que je vous raconte une blague? Un mari rentre à la maison après avoir travaillé près du réacteur. Sa femme demande au médecin: Que dois-je faire avec mon mari? Laver, embrasser, désactiver. Ah, la chienne, je lui faisais peur. Elle m'a volé mon gosse. Les soldats travaillaient près du réacteur, je les emmenais au travail et les ramenais. Comme tout le monde, j'avais un dosimètre accroché au cou. Après le travail, je ramassais tous ces appareils et les remettais à la première section secrète. Là, on reportait les données sur nos fiches individuelles, mais la quantité de radiation que nous avions reçue demeurait strictement confidentielle. Et même au moment de mon départ, ils ne m'ont pas dit combien j'en avais reçu. Les chiens, maintenant ils se battent pour le pouvoir. Ils ont des élections. Et comment nous soignerait-on? Nous n'avons pas ramené le moindre document. À ce jour, on les cache toujours, mais moins qu'on ne les ait détruits à cause de leur caractère secret. Comment informer les médecins? Si seulement j'avais un certificat. Combien? Quoi? J'aurais pu le montrer à ma chienne. Je vais lui prouver que nous pouvons survivre dans n'importe quelle condition, que nous pouvons nous marier et avoir des enfants. Allez tous vous faire foutre. On nous a fait signer un document de confidentialité.
Je me suis tu. En sortant de l'armée, je suis devenu invalide au 2e degré. J'ai fait ma part. Nous transportions le graphite dans des seaux. 10 000 rentes 15. Nous le ramassions avec des pelles ordinaires, en changeant jusqu'à 30 fois par jour le filtre de nos masques. Les muselières, comme disaient les gens. Nous avons élevé un sarcophage, une tombe gigantesque où ne gît qu'une seule personne, le chef opérateur Valéry Khodemtchouk, qui est resté sous les décombres tout de suite après l'explosion. Une pyramide du XXe siècle. Il nous restait 3 mois de service. Lorsque nous sommes retournés dans nos casernes, on ne nous a même pas changé nos uniformes. Nous avons gardé les mêmes vareuses et les mêmes bottes que nous avions en travaillant près du réacteur, jusqu'à notre démobilisation. Et même si l'on m'avait autorisé de parler, à qui aurais-je bien pu raconter tout cela? J'ai travaillé à l'usine. Le contremaître m'a dit un jour: arrête tes congés de maladie, tu vas te faire virer. Et l'on m'a viré. Je suis allé voir le directeur. Vous n'avez pas le droit. J'ai travaillé à Tchernobyl. Je vous protégeais. Et il m'a répondu: nous ne t'avons pas envoyé là-bas. Dans la nuit, je suis réveillé par la voix de ma mère. Mon fils, pourquoi tu ne dis rien? Tu ne dors pas, tu restes étendu, les yeux ouverts, la lumière allumée. Je me tais. Personne ne trouve les mots qui me feraient répondre. Dans ma langue à moi, personne ne comprend d'où je suis revenu. Et il m'est impossible de le raconter. Je n'ai pas peur de la mort en elle-même, mais je ne sais pas comment je vais mourir. J'ai vu agoniser un ami. Il a gonflé. Il est devenu énorme, comme un tonneau. Et un voisin, il était là-bas lui aussi, opérateur d'une grue. Il est devenu noir comme du charbon et a rétréci jusqu'à la taille d'un enfant. Je ne sais pas comment je vais mourir. La seule chose que je sache avec certitude, c'est que ma vie ne sera pas longue, avec ce que j'ai. Si seulement je pouvais sentir l'approche du moment, je me tirerais une balle dans la tête. J'ai fait l'Afghanistan également. C'était plus simple d'y recevoir une balle. Je conserve une coupure de journal à propos de l'opérateur Leonid Toptunov. Il était de service à la centrale cette nuit-là. C'est lui qui a appuyé le bouton de sécurité quelques minutes avant l'accident. Mais le système n'a pas fonctionné. On l'a soigné à Moscou. Les médecins disaient, pour le sauver, il lui faudrait un nouveau corps. Il ne lui restait qu'un petit morceau de peau non irradié. Dans le dos, il a été enterré, comme les autres, au cimetière de Mytino. L'intérieur du cercueil était bardé de feuilles de métal. Il est couvert d'1,5 m de blocs de béton doublés de plomb. Son père pleurait, mais les gens lui disaient: c'est ton salaud de fils qui a tout fait sauter. Nous sommes seuls. Nous sommes des étrangers. On ne nous enterre pas comme tout le monde, mais séparément, comme des visiteurs de l'espace. Mieux aurait valu pour moi de mourir en Afghanistan. Je vous le dis très sincèrement,
Ce sont là les pensées qui me viennent à l'esprit. Là-bas, la mort était une chose banale, compréhensible. De là-haut, de l'hélicoptère, lorsqu'il volait bas au-dessus du réacteur, j'observais des chevreuils, des sangliers, maigres et somnolents. Ils bougeaient comme s'il était filmé au ralenti. Ils mangeaient l'herbe qui poussait là et ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas qu'il fallait partir. Partir avec les gens. Partir ou ne pas partir. Décoller ou non. J'étais membre du patrie. Comment aurais-je pu ne pas décoller? 2 navigateurs ont refusé. Ils ont prétendu que leur femme était très jeune et qu'ils n'avaient pas encore eu d'enfant. On leur a fait honte. On les a sanctionnés. Leur carrière était finie. C'était une question d'homme, une question d'honneur. Lui, il n'a pas pu, mais moi, je vais le faire. Maintenant, après 9 opérations et 2 infractus, je suis d'un avis différent. Je ne les condamne pas. Je les comprends. De jeunes gars. Mais moi, j'aurais volé de toute façon. Ça, c'est sûr. Lui, il ne peut pas. Mais moi, j'y vais. Un enthousiasme d'homme. Du ciel, j'étais frappé par la quantité de moyens de transport. Des hélicoptères lourds, des hélicoptères moyens. Le Mi-24 est un hélicoptère de combat. Que pouvait-on faire avec des engins de combat à Tchernobyl? Les pilotes, tous des jeunes, des vétérans de l'Afghanistan. Ils avaient cet état d'esprit. L'Afghanistan leur avait amplement suffi. Ils en avaient assez de la guerre. Et ils étaient stationnés dans la forêt, près du réacteur, à accumuler les Roentgens, les ordres. Il ne fallait pas envoyer une telle quantité de gens, les soumettre à l'irradiation. Il fallait des spécialistes et non pas seulement du matériel humain. Le bâtiment détruit, les décombres et une quantité incroyable de petites silhouettes humaines. Il y avait là une grue importée de RFA, morte. On l'avait installée et elle était morte. Les robots mouraient aussi. Les nôtres, ceux de l'académicien Loukhatchev pour les recherches sur la planète Mars, et ceux fournis par les Japonais. Visiblement, les radiations étaient telles que tous les équipements brûlaient. Mais les petits soldats en combinaison et gants de caoutchouc couraient dans tous les sens. Avant notre départ, on nous a prévenu que les intérêts de l'État exigeaient le maintien du secret sur ce que nous avions vu. À part nous, personne ne sait ce qui s'est vraiment passé là-bas. Nous n'avons pas tout compris. Mais nous avons tout vu.